Cet après-midi, je vous raconte celui qui est devenu roi des Francs à la barbe de son frère, alors que lui n'en avait pas malgré la légende. Un roi devenu empereur, ou la véritable histoire de Charlemagne, l'empereur qui a tout fait pour régner. Comment Charlemagne a-t-il édifié sa légende? Quelles étaient les limites de son vaste empire? Pourquoi a-t-il fait d'Aix-la-Chapelle sa capitale? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école? Sacré Charlemagne. Enfin, pas vraiment. Et si, comme pour l'école, son règne, ses faits d'armes n'étaient en réalité, si ce n'est une vaste supercherie, une succession de petits arrangements avec la réalité des faits. Car oui, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, l'école, Charlemagne n'y est absolument pour rien. La réalité historique est quelque peu différente. L'école a vu le jour bien avant les Carolingiens et donc bien avant Charlemagne. Mais alors pourquoi cette réputation de père de l'école? Il s'agit d'une réécriture partielle de l'histoire, car avec la chute de l'Empire romain, les monastères étaient, il faut le savoir, devenus les seuls lieux de transmission du savoir. Charlemagne s'est engagé à soutenir, développer le catholicisme sur tout son territoire. Alors, en 789, il fait éditer l'Admonitio Generalis, un texte qui exige la fondation d'écoles et de centres de correction de textes sacrés dans chaque monastère et chaque évêché. Ce texte n'est pas le seul à promouvoir la religion catholique. Charlemagne fait promulguer d'autres édits qui enjoignent fermement les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le clergé s'engage de son côté à instruire gratuitement les élèves. Mais l'objectif du roi des Francs n'est pas de former une future élite intellectuelle, culturelle, qui s'illustrerait par son savoir. Charlemagne veut que les élèves puissent devenir des administrateurs efficaces. Lire, écrire et compter, oui, mais au service de Dieu. Charlemagne n'a donc pas inventé l'école, mais il l'a développée. Une louable ambition, lui qui n'a jamais brillé durant son enfance par ses grandes qualités intellectuelles. Davantage attiré par les combats, les exercices physiques, ce n'est que plus tard qu'il se découvre une soif irrépressible de connaissances. Petit Charles se voyait déjà grand alors qu'à sa naissance, rien ne le prédestinait à un destin hors du commun. 742 ou 748. Sur sa date de naissance déjà, les sources divergent. Quant au lieu où Charles dit Carolus Magnus, en latin, a vu le jour, il n'y a pas plus de consensus. Est-ce à Liège, dans l'actuelle Belgique, ou à Aix-la-Chapelle, dans l'actuelle Allemagne? Ce qui est certain, c'est que, quand il naît, Charles est loin de s'imaginer, et sa famille aussi, qu'un jour il deviendra roi des Francs et encore moins empereur. Car dans les années 740, son père, Pépin le Bref, est ce qu'on appelle un maire du palais. Les maires du palais, également appelés préfets du palais, sont les plus hauts dignitaires des royaumes francs, juste après les rois. Occuper cette fonction vous accorde certes une place de premier choix, mais elle ne fait pas de vous un souverain. Quand Charlemagne naît, son père ne dirige aucun royaume et il est soumis à une dynastie, les Mérovingiens. Ce n'est qu'en 751 que la situation évolue en faveur de Pépin le Bref et de sa descendance. Il renverse le pouvoir, écarte le roi en place, le dénommé Childéric III, et se fait reconnaître comme roi des Francs par le pape Zacharie. Avec ce couronnement, les Mérovingiens disparaissent à jamais et la dynastie carolingienne voit officiellement le jour. Charlemagne fait donc un pas immense vers son futur rôle de roi. En attendant, ses parents, Pépin le Bref et Bertrade de Laon, que nous connaissons davantage sous son surnom de Berthe au grand pied, au singulier s'il vous plaît, le préparent à devenir un souverain aguerri. L'art des combats, la préparation physique constituent l'essentiel des enseignements qu'il reçoit. Si ses prédécesseurs mérovingiens savaient pour beaucoup lire et écrire, pour Charlemagne il en est autrement. Il peine à déchiffrer les écrits. Certains disent même qu'il est analphabète. Car dans les années 740-750, la priorité est de conserver l'immense territoire des Francs et même de l'agrandir. Alors, négocier, se montrer féroce au combat, s'avère être des qualités bien plus utiles à développer que de savoir se servir d'un stylet ou d'une plume. Et ce choix porte ses fruits puisque très tôt, Charlemagne se distingue par sa capacité à être un meneur d'hommes inégalable. Mais à la succession de Pépin le Bref, il n'est pas le seul candidat légitime. En 768, quand le premier roi carolingien s'éteint,
Ils sont 2 à devoir se partager le royaume. Carloman, l'un des frères de Charlemagne, se voit léguer le sud de la Neustrie, la Bourgogne et la Provence. Il établit son siège à Soissons. Charlemagne, quant à lui, s'empare des territoires dans la partie ouest du monde franc sous la forme d'un grand arc de cercle allant de la Thuringe au Poitou. Penser que les 2 frères vont gouverner conjointement en bonne intelligence est un vœu pieux, certes, mais peu viable. Charlemagne et Carloman ne s'apprécient guère, et sur le sujet, l'un comme l'autre ne compte absolument pas faire preuve de magnanimité. Charlemagne, notamment, voit d'un très mauvais œil ce frère qui pourrait rapidement prendre l'ascendant sur lui. Carloman est marié, a plusieurs fils qui assuraient la continuité de la dynastie carolingienne quand leur père serait amené à livrer son dernier souffle. De son côté, Charlemagne n'est ni marié ni père d'héritier mâle, qui rassurerait aussi bien les grands du royaume que le peuple des Francs. Il doit donc rapidement trouver une solution pour ne pas être distancié par son frère en tout point parfait. Et c'est auprès de sa mère qu'il va trouver refuge. Il se rapproche de Berthe, qui a certes de grands pieds, au moins un, mais surtout le bras long et des idées par centaines. C'est elle qui le pousse à épouser une princesse italienne et rentrer dans le rang. Mais les relations avec son frère ne s'arrangent pas, bien au contraire. Les 2 héritiers du trône des Francs pourraient en venir aux mains, mais le destin la reprend la main et en décide autrement. Oui, en 771, à la surprise générale, Carloman meurt. Son épouse se réfugie en Italie avec ses enfants. Charlemagne ne pouvait rêver mieux. En écartant ses neveux de la succession, il devient le seul roi des Francs. Il ne compte pas laisser passer cette occasion de gouverner sans aucun rival. Et il compte bien éliminer tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent représenter une menace à son hégémonie. Une seule remarque désobligeante, et Charlemagne prend des décisions radicales. Voyez plutôt, le roi des Francs est souvent présenté comme un fils attentif au bien-être de ses proches, notamment sa maman. Il n'en est rien. Sitôt son frère Carloman éteint à jamais, Charlemagne se sépare non seulement de sa promise italienne, mais également de sa mère Berthe. Il fait en sorte qu'elle se retire dans son palais monastère de Choisy-au-Bac, où elle livre son dernier soupir le 12 juillet 783. Charlemagne accepte que ses funérailles soient organisées à Saint-Denis, mais il n'y prend pas vraiment part. C'est l'une de ses sœurs, Gisèle, qui mène le deuil. Charlemagne, lui, pense déjà à un tout autre sujet, celui de son expansion territoriale. Car le roi des Francs, tout au long de son règne, n'a de cesse de vouloir accroître son royaume. Toujours plus, rien d'étonnant pour un roi surnommé Charles le Grand. Et pour y parvenir, le roi ne lésine pas sur les moyens. Il le sait, sa force et son armée. On l'appelle l'Ost et elle se constitue de tous les hommes libres, qu'ils soient francs ou non. Durant son long règne de 768 à 814, cette armée a été convoquée chaque année, le plus souvent au printemps. Seules 3 saisons ont été exemptées, 790, 802 et 807. En majorité, l'armée de Charlemagne se compose de fantassins légers. Chacun possède un équipement simple, une lance, une épée courte, un bouclier, parfois un arc, car ce matériel n'est pas onéreux et permet donc à un maximum de soldats de s'engager dans l'armée de Charlemagne. Plus tard, pour mener des batailles expéditives, le roi des Francs va privilégier des militaires à cheval et plus lourdement équipés. Mais alors une question reste en suspens. Combien sont-ils à accepter de mettre leur vie en danger au service de leur souverain? Les chiffres varient, comme souvent pour Charlemagne, d'une source à l'autre, d'un camp à un autre. Comme l'explique notre invité, l'historien Bruno Dumézil, dans sa nouvelle biographie, certains évoquent les 100 000 à 200 000 militaires, là où la réalité se rapprocherait davantage de 20 000 à 30 000 hommes, 10 fois moins donc. Plus les années défilent et plus Carolus Magnus semble préférer des hommes expérimentés à cheval, disposant d'un équipement plus robuste et surtout habitant non loin des zones de conflit. La réactivité de ses troupes est pour lui primordiale, parce qu'il n'y a rien de pire pour une armée que de s'enliser dans des guerres sans fin, car autant les troupes peuvent survivre grâce à la nourriture que les soldats ont emportée avec eux durant le printemps et l'été, autant il apparaît bien plus incertain de passer l'hiver en comptant uniquement sur les pillages des villages dans lesquels ils ont installé leur campement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce règne est placé sous le signe de la guerre. Charlemagne préfère renvoyer ses troupes chez elles
pendant les trêves hivernales pour ménager ses soldats et les convoquer de nouveau au printemps pour espérer remporter les batailles avant l'hiver suivant. Pour faciliter la tâche de son armée, le roi et futur empereur redouble d'inventivité. Il bâtit des ponts pour traverser plus facilement des fleuves. Il fait construire des églises et des monastères sur les principales voies d'invasion pour collecter et stocker de la nourriture. Il exhorte ses troupes à aménager des fortifications de bois ou de terre pour qu'une petite partie de ses soldats établissent leur camp pendant l'hiver. Et ces différentes initiatives fonctionnent. Charlemagne se révèle être un stratège hors pair et un chef de guerre redoutable. Là où son père, Pépin le Bref, n'a jamais réussi à soumettre le duché d'Aquitaine entre la région de Toulouse et celle de Poitiers, Charlemagne, lui, met moins d'une année pour y parvenir. Idem pour la Vasconie au sud de la Garonne, que le roi des Francs dirige rapidement. Place ensuite au royaume lombard. En l'an 773, Charlemagne et ses troupes assiègent la capitale, Pavie. Ils y restent pendant 1 an avant que la ville ne se rende. Didier, jusqu'alors roi des Lombards, souhaitait en effet réhabiliter les fils de Carloman à la tête du royaume des Francs. Hors de question pour Charlemagne de devoir partager son trône si durement acquis. Désormais, son objectif principal est clair, il doit éliminer la famille de son frère Carloman. Je crois que vous l'avez compris, durant tout son règne, Charlemagne n'a de cesse d'agrandir son territoire et de l'unifier. Il parvient à prendre la tête de la Bavière face à son cousin, qu'il considère comme un traître, mais surtout, pendant 3 décennies, il combat sans relâche les soldats de la Saxe. Chaque année, Charlemagne envoie ses troupes pour terrasser ses militaires et s'emparer de ce territoire. Ce n'est qu'en 804 que son annexion est officielle. L'empereur, n'hésitant pas à torturer, massacrer ou déporter tous ceux qui montrent de la résistance. Charlemagne ne correspond donc pas totalement à l'image de ce roi bienveillant qui nous a été souvent transmise au fil des siècles. Physiquement notamment, il en impose et peut faire peur. On sait ainsi qu'il mesure 7 fois la taille de son pied, soit probablement plus d'1,80 m. C'est donc un homme très grand pour son époque. Par ailleurs, grâce à Eginhard, son biographe officiel, on en apprend davantage sur son apparence. Son nez serait un peu long, son cou un brin empâté et son ventre proéminent. Ce qui ne l'empêche pas de se distinguer dans l'eau, puisque Charlemagne se révèle être un remarquable nageur, mais pas seulement. Il se distingue très tôt pour son talent de chasseur. Considéré comme un roi féroce, Charlemagne s'empare ainsi de nombreux territoires, de la mer Baltique à l'Adriatique. Il retrouve l'empire que possédaient les Mérovingiens au sommet de leur dynastie. Cependant, cela ne suffit pas. Il ne se satisfait pas de ses conquêtes territoriales. Il veut aussi briller par la société qu'il s'efforce de développer dans son royaume. C'est l'avènement de ce qui sera appelé plus tard la Renaissance carolingienne. Charlemagne, je vous l'ai raconté, ne s'est pas distingué durant son enfance par un apprentissage intellectuel très poussé. Il veut donc rattraper son retard. Il se passionne désormais pour la littérature, les lettres, les mathématiques. Comme il dort peu, il n'hésite pas par exemple à réveiller ses pairs pour échanger avec eux sur des notions scientifiques. Si son objectif est d'unifier son royaume, il veut surtout y imposer la religion catholique. Pour cela, il doit avoir le plein soutien du pontife, l'évêque de Rome, le pape. Jusqu'en 795, Charlemagne entretient de saines relations avec Adrien Ier, mais ce pape tient à garder son autonomie. Les choses évoluent avec l'arrivée de Léon III. Il est accusé par l'aristocratie de dépravation. Ses adversaires ont même réussi à le faire chuter de son cheval pour tenter de lui couper la langue et lui crever les yeux. Charlemagne prend fait et cause pour ce nouveau pontife et lui envoie ses armées pour le réhabiliter. Lui-même arrive à Saint-Pierre de Rome en décembre de l'an 800. Le 25 décembre, Léon III accepte alors de le nommer empereur d'Occident, comme cela se faisait il y a plusieurs siècles. Le dernier empereur, Romulus Augustule, a été déposé il y a plus de 350 ans, en 476. Charlemagne reçoit par ailleurs du patriarche de Jérusalem les clés du Saint-Sépulcre et l'étendard de la ville sainte. Le roi des Francs se voit ainsi reconnu comme le protecteur de la Terre sainte. Plus rien ne semble arrêter l'ambition de Charlemagne. En haut des documents officiels que sa chancellerie édite, on peut lire à présent
Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'Empire romain et par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards. Oui, rien que ça. Charles veut par la suite assainir et moderniser l'administration dans l'Occident européen. Il met en place un système monétaire autour du denier d'argent qui concurrence dès lors le sou d'or byzantin. Il divise son royaume en comtés. Pour éviter les abus de pouvoir des seigneurs locaux, Charles fait appel aux missi dominici, traduisez envoyés du maître, qui vont tous se surveiller. Il légifère beaucoup, notamment pour imposer les réformes ecclésiastiques. Avec Charlemagne, tout se passe par écrit. Mettre sur papier les lois, les ordonnances, c'est la seule façon pour lui de faire appliquer ses textes primordiaux pour son empire. Comme son père et son oncle avant lui, Charlemagne veut donc réformer l'Église. Les clercs occupent tout particulièrement son attention. Il leur rappelle, dès qu'il le peut, des règles évidentes. Interdiction de se marier ou même de vivre en concubinage, de chasser ou de porter les armes, de vendre les biens d'église ou de manier de l'argent. Évidemment, ils doivent refuser toutes sortes de vices que sont notamment la débauche ou encore l'ébriété. Dans le domaine des lettres, Charlemagne se distingue également. Il crée l'Académie palatine. L'idée est de s'entourer des personnages les plus érudits du moment. En voici quelques-uns pour vous faire une idée. Les grammairiens lombards, Pierre de Pise et Paulin d'Aquilée, l'historien Paul Diacre, le théologien wisigoth Théodulphe, l'astronome irlandais Dungal, tous sont fortement incités à le rejoindre régulièrement. Charlemagne, à travers cette renaissance carolingienne, veut intervenir dans le moindre détail. Si je vous dis écriture caroline, ça vous parle ? Certains pensent que cette écriture, que l'on retrouve aujourd'hui sous le nom de Times New Roman, a été inventée par Charlemagne. C'est faux, elle existait déjà. Le roi des Francs, des Lombards et empereur d'Occident l'a simplement développée. Plus petite, elle permet d'économiser du parchemin qui avait déjà remplacé le papyrus, ce qui fait le bonheur des moines copistes. Désormais, ils passent le plus clair de leur temps à recopier des textes liturgiques plutôt que de travailler la terre. En tout, on estime entre 50 et 80 000 le nombre de manuscrits reproduits sous le règne de Charlemagne et de ses deux successeurs. Sur le papier, Charlemagne semble donc vivre un parcours idéal, tout lui réussit. Et pourtant, son règne rencontre de sérieux obstacles que lui et son entourage s'efforcent de minimiser, voire de totalement occulter. Prenez l'exemple de la guerre. Dans son armée, les guerriers sont pour beaucoup des ivrognes. Pire, ils s'adonnent au vol, aux violences et au viol. Mais tous ces défauts sont soigneusement oubliés et ne figurent dans aucun récit. Car soyons très honnêtes, Charlemagne, son entourage, comme ses biographes, ont développé le maniement et le détournement de l'information. Tout ce qui peut nuire à l'empereur n'est pas envisageable. Aux yeux de Charlemagne, cela n'existe même pas. Charlemagne est devenu roi puis empereur dans une période délicate où chaque adversaire fait tout pour ne pas se soumettre à la domination du roi des Francs. Souvent, Charles le Grand met en place une stratégie pour ne jamais entacher sa réputation, quitte à se jouer de l'histoire factuelle et inventer une version idéalisée des événements. Prenons l'exemple de ce surnom de père de l'Europe. Chaque année est remis le prix international Charlemagne à Aix-la-Chapelle, une récompense qui met en valeur une personnalité s'étant illustrée dans l'unification de l'Europe. 1200 ans après la mort de Charlemagne, dans l'esprit de la population, l'empereur Charlemagne peut donc être considéré comme le père fondateur de l'Europe. La vérité, elle, est bien moins tranchée. Tout d'abord, l'Europe de Charlemagne est bien plus petite que l'Europe actuelle. L'Angleterre, la Hongrie, la Pologne n'ont jamais obéi à l'empereur, pas plus que la péninsule ibérique. Et puis n'oublions pas que Carolus Magnus, pour parvenir à engrandir son empire, a soumis un certain nombre de royaumes à son autorité, mais par des guerres longues et sanglantes, bien loin des valeurs pacifiques que cherche à récompenser ce prix Charlemagne. Pas un saint Charlemagne ? Ah, assurément non. D'ailleurs, si l'empereur germanique Barberousse le fait canoniser, l'Église refuse quant à elle d'en faire un saint, car elle n'accepte pas la conversion forcée des Saxons. Pourquoi donc présenter Charlemagne comme cet empereur bienveillant à la barbe fleurie ? Parce que cet attribut lui donne un caractère de sagesse. Une pure invention pour cultiver sa légende, car Charlemagne semble avoir été plutôt de nature colérique, et surtout, d'après son biographe Eginhard, l'empereur était imberbe.
Les siècles qui ont suivi, de nombreux symboles à la gloire de Charlemagne voient le jour, ce qui n'aurait pas été pour lui déplaire. Notre invité Bruno Dumézil en compile quelques-uns dans son livre. Vers 1200, un blason de Charlemagne est inventé. Pour le sacre de Philippe III le Hardi, en 1271, apparut Joyeuse, l'épée de Charlemagne mentionnée dans la chanson de Roland, mais que nul n'avait jamais vue. Ce curieux objet servirait à tous les sacres jusqu'au XIXe siècle. Dans les années 1370, Charles V fait également réaliser un sceptre d'or portant à son sommet une représentation de Charlemagne. À partir des années 1450, le Parlement de Paris siège sous un grand retable figurant d'un côté Saint-Louis faisant un geste de clémence, de l'autre Carolus Magnus tenant l'épée. La justice royale se trouve ainsi placée entre les figures de la miséricorde et de la force. Charlemagne s'éteint en 814. Il laisse derrière lui un empire fragile pour lequel ses héritiers ne manqueront pas de se déchirer. Mais l'empereur, qui a tout fait pour régner, part surtout entouré de légendes et de rumeurs. Il n'y a pas à dire, c'était un sacré, ce Charlemagne. Europe 1, historiquement vôtre. Bruno Dumézil, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un mot pour commencer sur l'épée Joyeuse qui a servi à tous les sacres jusqu'au XIXe siècle et qui lui a été attribuée. D'où vient donc cette épée qui n'a sans doute, et je le découvre aujourd'hui, jamais appartenu à Charlemagne ? Alors non, elle n'a jamais appartenu à Charlemagne, mais c'est pas grave, c'est l'épée du sacre, donc on l'a fabriquée avec des éléments qui datent du XIIe siècle essentiellement, et un bricolage avec quelques éléments anciens. Il y a peut-être une petite fleur de lys au centre qui daterait du IXe siècle, donc peut-être un petit élément carolingien. Mais c'est une épée qui a traversé le temps, qui a servi à pratiquement tous les sacres du Moyen-Âge central et tardif, qui a servi à l'époque moderne, et puis qui aujourd'hui est un des trésors du Louvre. Donc l'épée est belle, elle s'appelle Joyeuse, mais Charlemagne ne l'a jamais portée. Bruno Dumézil, on parle de Charlemagne, du latin Carolus Magnus, Charles le Grand. De son vivant, est-ce qu'on l'avait nommé ainsi ? Alors on l'appelait sans doute Karl dans l'intimité parce qu'il était de langue tudesque, ce qu'on appellerait aujourd'hui du vieil haut-allemand. Donc il comprenait le roman, il comprenait les langues qui étaient parlées par les populations de Francie du Sud, donc du midi de la France, d'Italie. Donc il devait être appelé Carlo, Carolus, quelque chose comme ça. Mais c'est seulement à l'écrit qu'on l'appelait Carolus et qu'il parfois était capable de prendre la plume. Il ne savait pas écrire, mais il savait prendre son stylet et mettre une sorte de pâté d'encre au milieu du A de Carolus. Donc c'était son nom d'administration. Quel que soit son nom, 30 années durant, Charlemagne a conquis de vastes territoires et bâti un immense empire. Si l'on prend une carte actuelle de l'Europe, pourriez-vous nous préciser quelles étaient les limites finalement de l'empire de Charlemagne ? Jusqu'où s'étendait-il ? Alors à son apogée, l'empire est vraiment très grand. Ça comprend la France, le Benelux, la Suisse, toute l'Italie du Nord. Alors le sud de l'Italie a été donné au pape, mais reste un territoire sous domination carolingienne très forte. La région de Barcelone, la Catalogne, enfin le nord de la Catalogne actuelle est sous domination carolingienne. La conquête a été vraiment très difficile. C'est là qu'il y a l'épisode de Roncevaux. Et puis la Saxe, donc une bonne partie de l'Allemagne actuelle, est sous domination carolingienne. Par contre, pas de domination sur les îles britanniques, très peu de domination sur le Portugal ou l'Espagne du Sud. Parfois, Charlemagne a tenté de fédérer ces espaces et son biographe nous dit que les rois qui vivaient là s'estimaient être les vassaux de Charlemagne. Donc ça permettait de donner une stature européenne au grand Charles. En pratique, c'est déjà très grand, c'est 2 à 3 fois la France actuelle, c'est déjà trop grand pour être bien administré. Durant ces décennies de conquête, quels ont été les territoires hostiles à la domination carolingienne ? On parlait de l'Hispanie, par exemple, mais ceux dont les peuples lui ont donné le plus de fil à retordre. Alors la Saxe, indiscutablement, la Saxe, il a fallu 30 ans pour la conquérir. Alors la Saxe, c'était pas tout à fait un peuple étranger, c'était un peuple allié des Francs depuis très longtemps, mais qui voulait garder son autonomie, qui voulait garder sa religion païenne et qui voulait garder ses propres chefs. Donc les Saxons avaient des sortes de petits princes. Charlemagne veut intégrer ce territoire et briser l'autonomie. Et là, les Saxons réagissent, révolte après révolte. Ça devient une guerre qui ressemble à une guerre de religion aussi, parce que le paganisme devient l'élément de fédération de tous ces peuples saxons, et Charlemagne essaie d'imposer le christianisme de son point de vue, qui est la religion qui permet d'adhérer au peuple franc. Et puis ça a fini par se résoudre dans les années 800, quand Charlemagne
accepte de reconnaître que les Saxons existent. Il fait écrire une loi des Saxons. Donc, quand on a une loi, ça veut dire qu'on existe. Mais en même temps, il installe des villes franques en Saxe et puis il intègre sur le plan religieux les Saxons qui sont obligés d'adhérer au christianisme. Charlemagne s'est-il rendu lui-même sur tous les territoires qu'il a conquis ? Alors oui, mais pas avec autant d'intensité. La Saxe, il y va pratiquement tous les ans. Donc c'est une guerre d'attrition pendant 30 ans. L'Italie, il y va 2 fois pour mener une grande guerre pour annexer le nord de l'Italie, donc assiéger Pavie. Pour rencontrer le pape aussi, il s'entend très bien avec le pape, pour donner 12 villes au pape. Si on a aujourd'hui le Vatican, c'est tout ce qui reste de la donation de Charlemagne au pape Adrien Ier. Donc les territoires du pape ont été créés par une donation personnelle de Charlemagne. Et puis l'Hispanie, il y va qu'une fois, ça se passe pas bien. Donc il y a des endroits où Charlemagne est très présent, l'Est essentiellement, et des territoires où il va très peu. Par exemple, souvent on parle de Bordeaux, parce que la chanson de Roland dira qu'il est passé à Bordeaux et à Blaye avant d'aller en Hispanie. Bon, en fait, Charlemagne ne va pratiquement jamais en Aquitaine. C'est la légende du XIe siècle qui va en faire un roi de la douce France. Et c'est dans la chanson du XIe siècle que l'appellation douce France apparaît dans la bouche de Charlemagne. En 790, Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle, Aachen, en territoire allemand aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette ville ? Alors, c'est pas très loin de la Saxe, c'est pratique pour partir en expédition. Il y avait déjà un palais, son père avait déjà eu sa résidence là. Et puis surtout, Charlemagne commence à prendre de l'âge, il a quelques rhumatismes et il y a de l'eau chaude. Et donc, évidemment, la piscine d'eau chaude va être très appréciée. Charlemagne est un grand nageur, il le restera toute sa vie. Mais il faut imaginer que le vieux Charlemagne aime son confort et il va aménager des bains à la romaine. Ça ne restera jamais une très grande ville. On estime qu'à son apogée, il y avait 2000 habitants à Aix-la-Chapelle. Donc il ne faut pas imaginer un gigantesque palais. Mais enfin, quand même, ça permet aussi de justifier qu'on va reconstituer l'Empire. Parce qu'on a quelque chose que les poètes vont appeler la Nouvelle Rome, avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Mais on a une belle chapelle qui est encore en élévation. Et puis, on a une grande salle du trône qui a été reconnue par l'archéologie. On voit toujours le trône, d'ailleurs, de Charlemagne qui est là. C'est assez émouvant d'avoir le trône qui est sous la coupole, juste sous le regard de Dieu et au-dessus de l'ensemble du peuple. C'est une démonstration que seul l'empereur est le lieutenant de Dieu sur la terre. Quelle ambiance règne à la cour d'Aix-la-Chapelle ? Quelles sont les principales préoccupations ou occupations de l'empereur ? Alors, l'empereur n'est pas finalement souvent à la cour, il est souvent en campagne, il est là pendant l'hiver, donc il reçoit les ambassadeurs, il va beaucoup à la chasse, il va vivre toute sa vie à la chasse, il va mourir d'ailleurs d'une pneumonie à un retour de chasse. Et puis, il y a ses filles. Les filles vont toujours être à la cour. Charlemagne refusera d'en marier une seule. Ça va poser problème aux contemporains qui ne comprennent pas. Il va se fâcher avec le roi de Mercie, donc un roi anglo-saxon. Il y a une rupture commerciale entre les îles britanniques et le continent, parce que Charlemagne n'a pas voulu donner une de ses filles en mariage. Donc on ne sait pas trop pourquoi. On pense que, comme vous l'avez dit, le trône est très peu assuré. C'est le fils d'un usurpateur. Il ne veut surtout pas avoir de gendre. Ça créerait trop de légitimité dans une famille rivale. Et donc, il va garder ses filles autour de lui. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a quand même pas mal de petits-enfants illégitimes qui vont naître. Les filles auront des amants. Et Charlemagne préférera, nous dit la chronique, fermer les yeux. Et il finira par donner des postes, soit d'évêque, soit de comte, à ces petits-enfants qu'il aurait préféré ne pas avoir. Dans votre livre, Bruno Dumézil, vous rappelez que Charlemagne a été parfois accusé de polygamie par les légendes médiévales. Or, selon vous, il faudrait plutôt le qualifier de serial monogamiste. De fait, il s'est marié 5 fois. À chaque fois, ce sont des alliances politiques. Il répudie une femme ou il attend sa mort pour en choisir une autre ? Alors, le divorce est encore permis au 8e siècle. C'est au milieu du 9e siècle que l'Église va interdire le divorce. Donc, ce que fait Charlemagne n'est pas du tout impossible. Il répudie une épouse qui ne lui rend plus de service politique. Mais le plus souvent, il va attendre qu'elle meure de sa belle mort. Donc, les grandes impératrices vont mourir les unes après les autres. Alors oui, la question est de savoir comment qualifier ce type d'union. Donc, c'est de la monogamie. Il n'a pas 2 épouses en même temps. Mais il pourra avoir aussi des concubines. Mais ma foi, c'est un peu le propre des gouvernants de toute période confondue d'avoir un petit peu transigé avec les normes matrimoniales de leur époque. Aurait-il pu épouser Irène, l'impératrice byzantine, pour étendre son empire ? Alors c'était le rêve vers 800, à Byzance, il n'y a plus d'empereur, mais il y a une impératrice. Donc, si l'empereur d'Occident avait épousé l'impératrice d'Orient, on aurait pu réunifier le monde romain. Ça aurait été très difficile. Pour des raisons théologiques, les 2 chrétientés sont déjà en train de s'éloigner les unes des autres. Irène a un certain caractère, Charlemagne aussi. Les 2 empires sont en guerre à ce moment-là. Donc il y a eu un projet, c'est sans doute pourquoi Charlemagne, sur la fin de son règne, reste veuf plutôt que de se remarier.
mais nous dit-on, il prend des couronnes couronnées qu'il va mettre dans son lit. Et le mariage ne se fera jamais parce qu'Irène va être rapidement déposée et Charlemagne, très âgé, préférera ne pas se remarier, peut-être pour pas avoir de nouveaux enfants légitimes, il y en avait déjà suffisamment et ça va déjà poser pas mal de problèmes de succession. Bruno Dumézil, parlons du sacre de Charlemagne le 25 décembre 800 à Rome. C'est durant le règne de son père Pépin le Bref qu'est inventée la tradition du sacre telle qu'elle est appliquée ce jour-là et telle qu'elle le sera jusqu'à la fin de la monarchie française. Comment se déroule la cérémonie ? Alors il s'agit d'une onction, c'est-à-dire qu'on applique de l'huile sainte sur le front et sur les membres du roi. Alors ça, c'est une tradition qui apparaît dans la Bible. Les rois de l'Ancien Testament sont sacrés. Les Visigoths à Tolède l'ont tenté au 7e siècle. Donc on a quelques rois Visigoths qui vont être sacrés. Mais il faut bien voir que quand Pépin le Bref est couronné roi en 751, le père de Charlemagne manque totalement de légitimité. Il a besoin de cérémonies. Et donc on va fabriquer une tradition. Les meilleures traditions sont celles qu'on invente. Et donc on fabrique le sacre. Le pape va venir dans le monde franc en 754. Il ne sait pas trop ce que c'est le pape. Donc le pape va faire un rituel de confirmation à la romaine en prononçant quelques paroles rituelles. Et puis on dit, bon ça y est, c'est sacré. Et puis ça va marcher parce que Charlemagne va être sacré, empereur d'Occident. Et ce rituel bricolé va devenir un vrai rituel. Donc il faut imaginer une grande cérémonie qui permet de rendre le roi intouchable. C'est là le sens, l'onction, on est Christos en grec, on est loin du Seigneur. Et donc le roi qui manque de légitimité, désormais, ne peut plus être blessé, atteint. Et de fait, ça a bien fonctionné, puisque des rois qui vont recevoir l'onction, à part Henri IV, il n'y en a pratiquement aucun qui va être assassiné en France. Le choix de la date du 25 décembre, choisi par l'Église comme date de la mort de Jésus-Christ, n'est pas un hasard, le symbole est fort aussi. Alors le symbole est fort et en même temps il y a une part de hasard parce que le pape Léon III avait bien des difficultés avec ses notables dans la ville de Rome. Charlemagne était parti réinstaller le pape qui avait été déposé. Il arrive avec son armée au mois de décembre, sans doute avec une arrière-pensée forte. Il procède au jugement du pape. Alors le pape Léon III le prend très mal, être réinstallé sur le trône de Saint-Pierre. Il était pour, être jugé, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et à l'issue du jugement, 2 jours après le jugement, alors qu'on célèbre la messe le 25 décembre, messe solennelle à Saint-Pierre de Rome, le pape prend l'initiative de poser une couronne sur la tête de Charlemagne. Alors ça avait sans doute été préparé, mais peut-être pas ce rituel-là. Charlemagne pensait être acclamé par l'Assemblée des Francs, et puis ensuite le pape aurait posé la couronne. Mais là, c'est le pape qui pose d'abord la couronne. Ça va poser un énorme problème pendant plus de 1000 ans. Ça veut dire que c'est le pape qui fait l'empereur, et c'est pas la population qui fait l'empereur. Et ça expliquera qu'un jour, du 19e siècle, un certain Napoléon Ier ait besoin de récupérer un pape pour venir le couronner, parce que sans pape, on n'est pas empereur. Charlemagne entend christianiser tous les peuples de son vaste empire. Comment est-ce qu'il procède ? Comment il essaye de christianiser les peuples païens ? Il les convertit de force la plupart du temps. Alors la plupart du temps, oui. Un chroniqueur nous dit qu'il prêche avec une langue de fer. Bon, on aura des baptêmes forcés en Saxe, relativement nombreux. Pendant les 30 années de guerre en Saxe, il faut vraiment imaginer qu'on convertit les populations de force et Charlemagne va faire un grand texte qu'on appelle le capitulaire saxon qui impose le baptême sous peine de mort. L'Église le prend très mal. Il faut voir que les évêques ne sont pas du tout favorables à cette politique de conversion forcée. Donc il y a des tensions au sein de la cour et sur la fin de son règne, Charlemagne a compris que cette politique ne menait nulle part. Et sur la fin de son règne, en fait, Charlemagne continue de christianiser, mais surtout en proposant des choses. Et notamment, les enfants des convertis de force vont être les premiers évêques et les premiers comtes de Saxe. Donc on va essayer de tendre la main quand même à la 2e génération de Saxons. Il meurt en 814, Charlemagne. Que devient son empire après sa mort ? Alors l'empire aurait dû disparaître. Il avait 3 fils. Il avait prévu que l'empire serait partagé, mais il se trouve que 2 de ses fils meurent avant lui. Donc il ne reste plus qu'un fils, le dernier, sans doute le plus incompétent malheureusement, Louis le Pieux, un homme qui a de grandes qualités humaines mais pas de grandes qualités politiques. Donc en 814, Louis le Pieux se retrouve en seul héritier de Charlemagne et donc l'empire se maintient. Alors il ne va pas se maintenir très longtemps, il disparaît vers 830 quand Louis le Pieux affronte ses propres fils et une grande guerre civile qui va devenir dramatique dans les années 840 embrase le monde carolingien. Donc c'est un empire qui va survivre une 15aine d'années à Charlemagne, un peu par hasard, mais Charlemagne n'avait pas fait de l'Empire un projet politique, c'était un triomphe personnel.
Il se trouve que son fils va en faire un projet politique. Et comme tous les grands idéologues, ça ne marche pas très bien. Charlemagne était plus pragmatique, peut-être. On évoquait dans le récit la légende carolingienne. Comment a-t-elle été édifiée du vivant de Charlemagne ? Quels étaient les principaux instruments de la propagande, justement ? Charlemagne encourage la production à la cour de ce qu'on appelle les annales royales, c'est-à-dire un récit année après année des grandes œuvres du règne. Alors en fait, c'est pas vraiment écrit année après année, c'est écrit 10 ans après les faits. Mais ça donne une impression de réel. Donc ça permet de dissimuler les échecs. C'est-à-dire que quand on lit les annales royales, tous les ans on part à la guerre, tous les ans on obtient une victoire, tous les ans on revient et on célèbre Noël dans un palais. Et c'est notamment dans ces annales royales que l'on voit des absences criantes. Par exemple, 878, Charlemagne prend une veste épouvantable devant les murs de Saragosse, puis au retour de son armée, une nouvelle défaite à Roncevaux. Rien dans les annales royales. Dit que tout s'est bien passé. Et c'est donc cette production historiographique qui amène à constituer un récit qu'on appellerait une success story aujourd'hui, c'est-à-dire que tout s'est toujours bien passé. Et comme les opposants ont tous été muselés, on n'a que ce récit-là. Bruno Dumézil, vous l'écrivez dans votre livre, Charlemagne est l'un des rares individus du Moyen-Âge que l'on connaît encore, un personnage iconique qui a réussi à survivre au passage du temps. Comment sa figure a-t-elle été instrumentalisée au fil des siècles ? Est-ce qu'il y a des personnages qui, plus tardifs, qui ont invoqué sa mémoire, se sont revendiqués de lui ? Alors tout le monde va vouloir se revendiquer de Charlemagne parce que c'est un symbole de la réussite européenne. Alors d'abord, les rois qui naissent de la chute de l'Empire carolingien. L'Empire carolingien implose complètement en 888. On a de nouveaux rois en Bourgogne, en Francie occidentale, en Germanie et en Italie. Ils vont tous dire qu'ils sont du sang de Charlemagne. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, mais on va un peu dire que le sang carolingien irrigue l'ensemble de l'Europe. Les Capétiens vont dire, oui, c'est vrai, on n'est pas carolingien, mais on a épousé des princesses issues de Charlemagne, et donc après 7 générations, on est devenu carolingien. Et puis ensuite, tous les gens qui ont un projet de construction européenne, les Habsbourg, Napoléon, Hitler, tous les gens qui vont rêver de construire un territoire par la force vont rêver de Charlemagne. Mais également les gens qui vont essayer de rêver d'une Europe administrative, parce que Charlemagne a aussi été un grand administrateur. Donc les pères de l'Union européenne vont mettre en avant Charlemagne. Et puis Charlemagne a fait aussi de la culture. C'est quelqu'un qui a aidé les intellectuels, qui a fait venir des gens de partout. Et donc quand on fait les grands programmes d'échanges européens dans les années 80, on rêve de Charlemagne. On se dit, ça y est, on réunit les intellectuels européens comme on l'avait fait. Donc tout le monde peut retrouver un Charlemagne qui lui ressemble. C'est une figure que les Français connaissent bien. Qu'est-ce qu'il incarne de l'autre côté du Rhin en Allemagne, qui était le centre de son empire ? Alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en Allemagne, c'est le père des lois. Il est considéré comme l'homme qui a fait les premières lois pour les nations germaniques. Les capitulaires sont bien connus outre-Rhin, alors qu'en France, ces textes carolingiens, on les a complètement oubliés. C'est pas du tout perçu comme le roi de guerre, c'est le roi au contraire civilisateur, le roi qui a organisé le territoire. Alors c'est vrai qu'il a fondé 6 villes, Paderborn, Hambourg, Brême, des villes qui existent aujourd'hui en Allemagne. Donc c'est une toute autre image. Et donc il faut aller à Aachen, donc l'ancienne Aix-la-Chapelle, et voir ce Charlemagne qui est présenté comme le premier monarque qui a donné quelque chose qui ressemble à l'Allemagne, peut-être pas contemporaine, mais à l'Allemagne médiévale. Merci beaucoup Bruno Dumézil de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Charlemagne, l'empereur qui a tout fait pour régner. Je rappelle que Charlemagne, la biographie que vous lui consacrez, est disponible en poche aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.